Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Cuba. Si tu prévois de partir en voyage à Cuba, il y a certaines choses qu'il faut absolument que tu saches et que moi j'aurais vraiment aimé savoir. Pour le coup, j'ai voyagé dans pas mal de pays entre guillemets et c'est vraiment la première fois où je me suis dit j'aurais aimé en savoir plus avant. Et en fait, c'est pas que je me suis pas renseignée, mais c'est que les renseignements qu'il y a sur internet, ils sont pas du tout à jour. Ils datent d'il y a plusieurs années et c'est plus d'actualité. Du coup, ça m'a pas servi à grand chose. Je dis pas qu'il y a rien du tout, mais globalement, tout ce que tu trouves c'est faux, ou en tout cas plus d'actualité. Entre les coupures de connexion, les sites internet bloqués, le fonctionnement de tout ce qui est monnaie, carte de crédit, etc., je vais te donner 10 conseils essentiels pour profiter un maximum de ton séjour sans galère. Le premier conseil, assez basique, ça va être d'apprendre quelques bases d'espagnol. Contrairement à d'autres pays, à Cuba, il y a très peu de personnes qui parlent anglais. Et que ce soit pour échanger avec les locaux, pour comprendre le menu, ou juste pour demander ton chemin, avoir quelques bases d'espagnol, ça va quand même vachement t'aider. Donc vous pouvez apprendre des bases, déjà bonjour, merci, au revoir, combien ça coûte, où est telle ou telle chose, des phrases de base quoi. Assez simple et à la portée de tous. Et pour apprendre des bases espagnoles, je vais vous parler d'un outil indispensable pour profiter pleinement de votre voyage et de tous vos futurs séjours dans des pays hispanophones, Italki, qui est le sponsor de cette vidéo, mon tout premier sponsor. Quand tu voyages, parler la langue locale, ça change tout. Ça ouvre des portes, ça facilite les échanges, et ça te permet surtout de vivre des expériences qui sont bien plus authentiques. Mais apprendre une langue, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, surtout quand on n'a pas forcément l'occasion de pratiquer. Et c'est là qu'Italki va rentrer en jeu. Avec Italki, vous pouvez apprendre l'espagnol ou n'importe laquelle des 150 autres langues qui sont proposées, grâce à des cours personnalisés et en tête-à-tête, avec plus de 30 000 professeurs à travers le monde. Les cours sont totalement personnalisés pour répondre à tes besoins, tes intérêts, tes objectifs. Que tu sois débutant ou avancé, tu choisis exactement ce dont tu as besoin. Tu pratiques avec des professeurs natifs qui vont te donner des conseils et des corrections en direct, parfait pour te sentir en confiance et apprendre des expressions authentiques. Et tu peux réserver tes cours à ton rythme, où que tu sois, et payer à la leçon. T'as pas d'abonnement, donc t'as pas de contraintes. Sur le site d'Italki, il suffit de filtrer les professeurs selon ta langue, tes disponibilités, et même ton budget. En quelques clics, j'ai trouvé un professeur d'espagnol qui correspond parfaitement à mes besoins. Et ce qui est cool, c'est que tout est aussi simple sur l'application mobile. T'as des notifications pour ne pas oublier les cours. Les leçons sont à portée de main, c'est hyper pratique. Je te montre un extrait d'un de mes cours avec Jetson, mon professeur d'espagnol. ¿Tiene algunos puntos específicos que quieras hablar? Ya hablo un poco español. Quiero mejorar mi español. ¿Viajas solamente por Europa? El año pasado estaba viajando 5 meses en Asia. El año pasado estuve viajando por 5 meses. Grâce à ces cours, je me sens déjà plus à l'aise et plus confiante pour avoir des conversations un peu plus poussées lors de mes prochains voyages et ne pas me sentir limitée par la barrière de la langue. Donc si toi aussi tu vas apprendre l'espagnol ou une autre langue et profiter un maximum de tes voyages, je t'invite à essayer Italki. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour commencer. Et avec mon code promo Margot5, tu as 5 € offerts pour ta première leçon dès 10 € d'achat. Mais attention parce que l'offre est limitée aux 50 premiers utilisateurs, donc n'hésite pas trop si tu es intéressé. Deuxième conseil, et plutôt quelque chose d'obligatoire, c'est d'avoir une assurance voyage. Car à Cuba, l'assurance voyage est obligatoire. On peut te la demander à l'arrivée et si tu n'en as pas, tu seras obligé d'en acheter une qui sera probablement à un coût plus élevé. Numéro 3, la connexion internet, wifi, carte SIM, etc. Alors faut savoir que la connexion internet à Cuba, elle est assez mauvaise. Globalement, ça va être un petit peu de 4G, parfois de la 3G avec laquelle vous pouvez rien faire du tout. Mais dans tous les cas, il va falloir vous acheter une carte SIM. Ça va être des cartes Etexa. Je crois que j'ai payé quelque chose comme 35 $ pour 2 semaines, 10 gigas et WhatsApp illimité. Je l'avais réservé en ligne et tu peux le récupérer à l'aéroport, c'est ouvert 24/24, donc ça c'est cool. Parce que moi je suis arrivée super tard et j'avais peur que ce soit fermé, mais la dame a dit que c'était ouvert 24h/24. C'est dans la zone où vous récupérez vos valises. Et il faut savoir que tous les logements n'ont pas forcément de wifi, ou alors ils vont avoir du wifi 1 heure par jour, ou alors c'est du wifi qui est assez nul. Vous attendez pas à avoir une connexion excellente quand vous serez là-bas. Mais ça peut être l'occasion pour vous d'un peu de vous déconnecter des réseaux sociaux et de tout ça en fait, parce que vous êtes en vacances. Ensuite, quatrième conseil, ramenez tout ce dont vous avez besoin. À Cuba, il y a pas mal de pénuries de produits de première nécessité. Dans les premières villes où j'étais, je regardais un peu par curiosité et il y avait des endroits où je trouvais pas de shampoing, pas de dentifrice. Je dis pas qu'il y en a pas, hein. Il y en a, mais il y en a pas partout. Il y a très peu de boutiques de vêtements. J'en ai vu peut-être 2 à La Havane. Mais globalement, si vous sortez de La Havane, il y a plus grand chose. Pour trouver des médicaments, j'en parle même pas, les pharmacies sont vides. Faut savoir que ça c'est un réel problème avec Cuba.
vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont faire la manche et qui vont vous demander du paracétamol. Donc prenez une trousse de secours avec tous les médicaments dont vous pouvez avoir besoin. Et même si vous avez de la place, vous pouvez en ramener plus pour en donner sur place, parce que vraiment, ils ont beau avoir, comme ils le disent, les soins de santé gratuits. Il y a beaucoup d'endroits où ils voient l'hôpital gratuitement, mais il n'y a rien pour les soigner. Donc voilà. Pour ce qui est de la nourriture, il y a aussi des pénuries, mais ça va pas tellement vous affecter, c'est juste qu'il y a certains produits qui ne sont pas disponibles, mais vous n'allez pas vous retrouver sans manger quoi. Numéro 5, le climat. Pas hyper important, mais je vous avoue que pour le coup j'ai été un petit peu débile. Moi je me suis dit, je vais à Cuba, il fait super chaud, je ramène que des vêtements d'été, mais j'ai été bête parce qu'en fait la saison sèche c'est également l'hiver, et du coup le soir il fait pas hyper chaud, on va avoir peut-être 15-20 degrés, et je vous avoue qu'avec ma petite robe c'était un peu limite. Du coup j'avais un pull et un pantalon que je mettais tous les soirs, vraiment je pouvais plus les voir. Donc regardez bien la météo selon la période à laquelle vous partez. Si vous partez en saison humide il fera beaucoup plus chaud, mais en saison sèche la journée il fait chaud, mais le soir il peut faire un petit peu frais, donc prenez un jean et un pull, enfin prenez des vêtements un peu plus couvrants on va dire. Numéro 6, les pannes de courant. Alors c'est quelque chose que j'avais vu avant de partir, qu'il y avait pas mal de pannes de courant. Après je me suis dit que ça allait pas tellement me déranger parce qu'en soi j'ai pas vraiment besoin d'électricité à part pour charger mon téléphone, mais j'ai une batterie portable donc ça n'a pas posé de problème. Mais c'est vrai que c'est tous les jours. Tous les jours il y a des pannes de courant. Des fois ça va être 30 minutes, des fois ça va être 3 heures, des fois ça va être 12 heures. Plus vous vous éloignez vers l'est et pire c'est. Moi j'ai pas été du tout vers Santiago et tout, mais c'est vrai que c'est un réel problème à Cuba. Si vous restez à l'hôtel vous aurez pas ce problème parce qu'ils ont des générateurs. Dans les casas particulières, il y en a qui ont des générateurs, donc ça se ressent pas forcément, mais pas dans tous. Moi j'ai des potes qui venaient dans notre auberge parce qu'ils avaient plus d'électricité, et même quand vous sortez dans la rue, bah en fait il fait noir. Il fait noir complet parce qu'il y a pas d'électricité. Mon seul conseil c'est ramener une batterie portable et vous pouvez charger votre téléphone. Mais franchement, à part ça, c'est pas un énorme problème. Mais du coup, quand il y a des pannes de courant, bah, vous aurez pas d'électricité, vous aurez pas de lumière, vous aurez pas de wifi, mais c'est pas très grave, je pense. Conseil numéro 7, c'est mon avis, mais je vous conseille de loger dans des casas particulières. En gros, il y a deux types de logements. Il va y avoir les hôtels classiques, il y a des beaux hôtels, même des 5 étoiles et tout. Ou il y a les casas particulières qui sont en gros des logements chez l'habitant. En général, tu vas avoir une chambre avec 2 lits et tu payes genre 10 € la nuit. Ça coûte rien du tout pour une chambre privée. Où t'as tout, salle de bain et tout. Après, tu peux avoir le petit-déj en option, en supplément. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que déjà t'es hyper proche des locaux. Parce que bah tu vis chez eux. Tu peux beaucoup plus échanger avec eux, en apprendre sur leur culture, en apprendre sur le pays. Et franchement, tu te sens un peu comme à la maison. C'est chez toi pour la nuit. Ils te traitent un peu comme si t'étais de leur famille. Et ils sont hyper accueillants. Donc c'est génial. Et en plus de ça, loger dans les casas particulières plutôt que dans les hôtels, ça va vraiment permettre de soutenir les locaux. À part le tourisme, ils ont pas énormément. Et en plus de ça, ça va leur permettre d'obtenir des euros et des dollars. Ce qui est extrêmement utile pour eux, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Numéro 8, c'est un petit personnel, mais c'est faire attention aux puces de sable. Alors, moi j'ai un problème avec tout ce qui est piqûre de toute façon. Je me fais par toutes les bêtes. Mais en dehors de ça, il y a vraiment beaucoup de puces de sable. Et ça démange, ça gratte beaucoup. Si vous voyez les petites piqûres rouges qui apparaissent sur vos jambes, mais pas tout de suite, genre quelques heures ou même jours après, et que ça gratte beaucoup, c'est ça, c'est des puces de sable. Faut savoir que les puces de sable, elles peuvent sauter à 40 cm, hein, donc le pire truc que vous puissiez faire, c'est de vous allonger sur le sable au coucher du soleil. Ne faites pas ça. Ça m'est arrivé sur une plage, c'était Playa Boca, à Trinidad, où à peine je suis arrivée sur le sable, j'ai senti, je savais qu'elles étaient là, parce que je les attendais, je les guettais. Du coup, j'ai passé tout mon coucher de soleil dans l'eau, jusqu'ici, et après je suis partie en courant. Mais ouais, faites attention à ça parce qu'il y a énormément de puces de sable à Cuba. Numéro 9, et là on arrive vers les conseils primordiaux. Ayez un VPN. Moi je n'ai pas de VPN et c'était la clairement. Il y a énormément de sites qui sont bloqués. Il y a Snapchat qui est bloqué, Spotify qui est bloqué, Netflix qui est bloqué. Ça c'est pas très grave, c'est pas très dramatique même si c'était un peu chiant. Mais surtout, vous n'aurez pas Airbnb, vous n'aurez pas Hostel World, vous ne pouvez pas faire de paiement en ligne. Même pour réserver un billet de bus, vous pouvez pas, sans VPN. Donc, conseil hyper important, ayez un VPN. Et enfin, 10e et dernier conseil, et le plus important, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une explication de comment fonctionne la monnaie en devise locale, etc. Parce que vraiment, moi, j'ai rien compris. En gros, je m'étais renseignée sur internet, et sur tous les sites, ils t'expliquaient que t'avais deux monnaies, le peso cubain et le peso convertible. Ils t'expliquaient plein de trucs que je vais pas vous expliquer parce que ce n'est plus d'actualité. Le peso convertible n'est plus en circulation depuis au moins 3 ans. Donc moi je m'étais préparée, j'avais appris à quoi ressemblaient les différents billets pour pas me faire arnaquer sur les taux de change et tout. Pour rien, parce qu'en gros ça n'existe plus, il n'y a plus que le peso cubain. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que au niveau du taux de change, alors ne vous faites pas avoir sur Google, il y a marqué que 1 euro c'est 25 pesos cubains.
Je me suis fait avoir sur ma première transaction parce que j'ai voulu un peu gérer la transaction, le change avec le gars, et je lui ai dit « Ouais, moi c'est ça que je veux comme taux ». Il m'a dit « Bah bien sûr, je te le fais ». Et j'ai perdu 68 €, voilà, sur 75 ans. Je précise. Parce que je suis une idiote. Deuxième taux de change, ça va être le taux officiel quand vous allez à la banque ou dans les bureaux de change. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un bureau spécial. Mais là, vous avez le taux de change officiel qui va être 1 € pour quelque chose comme 124 pesos. Si vous allez dans les hôtels un peu prestigieux ou dans les endroits où, tous les endroits où vous pouvez payer par carte, en fait, c'est-à-dire que c'est géré en quelque sorte par le gouvernement, vous allez avoir ce taux de change officiel. Et en dernier, vous avez le taux de change au marché noir, ou le taux de change pour toutes les transactions en espèces, qui va être variable en fonction des marchés financiers, j'ai rien compris. Mais bref, vous savez, l'euro, le dollar, ça augmente, ça descend. En fonction de ça, le change, il va être différent tous les jours. Globalement, moi, quand j'étais sur place, c'était entre 320 et 330 pesos par euro. Donc, 320, 120. Vous voyez le délire? Donc mon conseil, ça va être bien entendu de changer votre monnaie au marché noir, ce que tout le monde fait. Enfin, peut-être pas les gens qui voyagent dans les hôtels, parce que je pense que si tu voyages dans un hôtel, qu'on vient te chercher directement à l'aéroport, qu'on t'emmène dans ton hôtel et que tu payes ce prix officiel, peut-être que tu te rends jamais compte du taux du marché noir. Mais en tout cas, moi j'étais que avec des backpackers qui avaient pas de sous, donc c'est comme ça que ça marche. Et c'est très simple en fait, vous allez voir 40 000 mecs dans la rue qui vous proposent. Même des fois vous pouvez demander est-ce que tu me changes et ils vont quasiment tous vous dire oui parce qu'en fait ils ont besoin des euros et des dollars. Juste la seule chose que tu dois faire c'est de tout compter parce que tu vas te retrouver avec des liasses énormes. Vous allez voir quand vous allez à la Havane, il y a des mecs qui te proposent genre 380 pesos pour l'euro. Tu vas être sûr que il va te manquer des billets dans ta liasse. En fait, il y a tellement des quantités énormes de billets que c'est hyper facile d'en enlever quelques billets de 1000 et hop, tu les rechanges quoi. Vraiment renseignez-vous avec des gens fiables. Potentiellement dans vos casas, ça peut être pas mal de changer dans vos casas. C'est pas forcément avec eux, mais ils vont appeler un mec qu'ils connaissent qui va te ramener l'argent et tout. Et c'est comme ça en fait que vous allez avoir le meilleur taux. Eux, pourquoi ils ont besoin d'euros et de dollars? Pour expliquer brièvement, leur monnaie n'a pas vraiment de valeur à l'étranger. Ils peuvent pas la changer à l'étranger. Le peso cubain ne peut être utilisé ou changé que à Cuba. Je sais pas trop comment expliquer. Je suis désolée, je suis nulle en finance, je comprends rien. Donc s'ils vont à l'étranger pour acheter telle ou telle chose, des médicaments ou quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas chez eux, ils vont avoir besoin d'euros et encore mieux de dollars, ils préfèrent les dollars, mais ils acceptent les euros. Vous allez voir que Cuba, c'est un pays qui a un fonctionnement très particulier, avec beaucoup de choses que vous ne retrouverez pas ailleurs, dû à l'histoire et comment le pays a été géré depuis la révolution. Et du coup, quand tu vas leur donner 10 € pour payer ta chambre, ils vont aller direct, je sais pas où, le changer, le mettre sur la carte, enfin bref. Du coup, eux, si tu peux leur donner des euros et des dollars, ils sont les plus heureux. Autre chose, ne changez pas tout votre argent d'un coup, parce que le taux de change varie tous les jours, il peut augmenter, il peut aussi diminuer, mais faites attention. Moi, il avait tendance à augmenter quand j'étais là, et à la fin, ça stagnait un petit peu. Conseil très important, ramenez tout l'argent dont vous avez besoin, en espèces. C'est vraiment le seul pays où je me suis déplacée avec autant d'argent. D'habitude, je ramène très peu. Mais en fait, si vous avez plus d'espèces, vous allez devoir retirer à la banque. C'est-à-dire que vous allez payer au taux officiel. En sachant qu'il y a quasiment pas d'ATM. J'en ai vu à la Havane, mais j'en ai pas vu ailleurs. Parce qu'en fait, ils ont pas de carte bleue, donc pourquoi ils vont avoir des ATM? Tout simplement. Et en plus, il y en a plein qui marchent pas. Enfin, c'est un petit peu galère. Moi, j'ai pas du tout retiré d'argent et je connais personne qui l'a fait. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous retirez à l'ATM, vous allez être au taux de change officiel et du coup, bah, vous perdez de l'argent, quoi. Donc, ramenez beaucoup d'espèces. Moi, je me suis retrouvée à court d'espèces et c'était le cas de beaucoup des backpackers que j'ai rencontrés qui avaient un peu sous-estimé la somme qu'ils devaient ramener. Je peux pas vous dire combien ramener parce que ça dépend vraiment de votre type de voyage. Mais si vous avez un VPN, vous allez pouvoir réserver sur Airbnb. Ça vous permettra d'économiser des espèces. Vous allez pouvoir réserver des billets de bus en ligne. Ce que moi, je ne pouvais pas faire, donc c'est un peu pour ça que je me suis retrouvée dans la galère. Mais voilà, on peut toujours trouver un moyen de s'arranger. J'ai ma mère qui a réservé un Airbnb. J'ai réservé des billets de bus sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Enfin bref, vous avez capté. Vous pouvez vous éviter ces galères grâce à mes conseils. Et dernière chose concernant la monnaie, ça va être les pourboires. Ça fait partie de la culture de donner des pourboires. Mais il faut savoir qu'il y a certains restaurants où le service est inclus. Du coup, vous n'avez pas besoin de donner de pourboire. Mais si c'est pas inclus, essayez de donner un pourboire parce que ça les aide beaucoup. Voilà tous mes conseils. Je sais que ça fait beaucoup de conseils, mais pour moi, les deux plus importants que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, c'est tout ce qui est cash et VPN. Voilà. Parce que moi, ça a été mes deux galères pendant mon voyage. Mais à part ça, Cuba, c'est un pays magnifique avec des gens extrêmement accueillants. C'est très safe. C'est également un pays hyper intéressant. Vous allez en découvrir beaucoup sur l'histoire du pays et le fonctionnement qui, comme je l'ai dit, est très particulier et unique. Et un petit conseil en plus, profitez d'être là-bas pour apprendre à danser la salsa. Voilà, parce que la salsa, ça vient de Cuba. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires
parce que je sais que ça m'aurait aidé que quelqu'un réponde à mes questions avant de partir. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!